Bonsoir les youtubeurs, c'est Caroline pour ma chaîne Santé Mentale et voici donc la 4e vidéo de la série sur les perversions narcissiques. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est pourquoi reste-t-on? Pourquoi la victime reste-t-elle auprès du pervers narcissique malgré tout ce qu'il lui fait subir? Alors pour commencer cette vidéo, j'ai pensé à parler de la victime et j'ai eu comme idée de vous citer le titre d'un ouvrage d'un psychiatre français spécialiste de la perversion narcissique qui s'appelle Alberto Heger, qui s'appelle Le pervers narcissique et son complice. Le titre de cet ouvrage nous suggère que la victime serait donc en partie responsable de son sort. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, pas du tout. Mais ça m'a fait penser à une citation de Pasolini que je vais vous lire maintenant. Il n'y a point de dessein de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de la victime. Voilà, et ça se rapproche plus de la vérité. C'est-à-dire que, en fait, la victime n'est pas choisie au hasard. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Elle n'est pas consciente de dégager quoi que ce soit. Mais elle n'est pas choisie au hasard. Le scanner de pervers narcissique va détecter ce que j'appelle moi le potentiel de jouissance narcissique, c'est-à-dire le potentiel d'amusement, on va dire, et de manipulation possible chez cette personne. Euh, il va savoir tout de suite en fait si cette personne a les qualités suffisantes pour pouvoir être dépouillée au fur et à mesure de toutes ses qualités. Si la personne est assez intéressante pour nourrir le pervers narcissique qui lui est complètement vide intérieurement, et si évidemment cette personne qui a l'air assez formidable comme ça de prime abord a la faille narcissique suffisante pour permettre l'emprise. Voilà, donc maintenant que j'ai fait cette introduction, euh, donc j'ai trouvé 14 raisons pour lesquelles la victime reste auprès du pervers narcissique. Alors je les ai mis dans un ordre comme ça, comme ça m'est venu. J'ai pas fait une graduation dans l'importance des raisons ou enfin, par rapport à leur niveau d'intensité ou quoi que ce soit. Ça m'est venu comme ça. Alors la raison numéro 1 pour laquelle la victime va rester auprès du pervers narcissique, c'est tout simplement l'emprise. Alors, comme je viens de l'expliquer tout de suite, la victime donc a un énorme potentiel en général. C'est quelqu'un qui a d'énormes qualités, souvent intelligence, humour, générosité, patience, gentillesse, beaucoup d'amour à donner, voilà, mais qui malgré toutes ces qualités a un problème, c'est que la personne a une faible estime d'elle-même, une faible confiance en elle. Voilà. Et ça, c'est ce qui va permettre au narcissique de commencer à s'ouvrir son emprise. Entre guillemets, cette faille de la faible estime d'elle-même de la personne va déclencher le détecteur, on va dire, le détecteur du pervers narcissique et déclencher sa pulsion d'emprise, comme on appelle ça en psychanalyse, qui est un concept, la pulsion d'emprise qui a été abordé par Freud au départ, qu'on appelle en allemand Die Bemächtigungstrieb. Euh, donc ça va déclencher un réflexe animal en fait chez le pervers narcissique qui va détecter voilà, ce potentiel de la personne, de la proie. Euh, pour illustrer cette première raison, j'ai trouvé un extrait de la Bible, Job 18-19, qui je trouve explique bien ce qu'est l'emprise. Alors, il tombe dans un filet, il emmêle ses pieds dans ses mailles, un piège le saisit au talon et se referme sur lui. Voilà. Donc en fait, l'emprise, si vous voulez, pour donner une image, c'est comme un sable mouvant en fait. Vous allez ne pas vous rendre compte que vous êtes bloqué dedans euh, tout de suite en fait. Et une fois que vous allez essayer de vous débattre, c'est là que vous allez encore plus vous enfoncer dans le sable mouvant. Voilà, c'est ça l'emprise. Donc c'est détecté par le PN d'assez loin et de prime abord, immédiatement, vous apparaissez dans la foule une victime potentielle. Voilà. Alors, deuxième raison pour laquelle la victime va rester auprès du pervers narcissique, c'est ce que j'appelle la technique du chaud-froid.
Euh, le PN, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas en fait horrible en permanence. Sinon, évidemment, le jeu du chat et de la souris ne durerait pas très longtemps. Vous vous rendriez compte très vite que c'est vraiment une relation toxique, et vous prendriez la fuite presque immédiatement. Donc, évidemment, ce n'est pas intéressant pour le fantastique de se comporter comme ça. Euh, En fait, il va alterner les phases qui sont découpées d'habitude par les personnes qui analysent les perversions narcissiques en phase de séduction, phase de dévaluation, phase de destruction. En fait, ces trois phases ne vont pas se découper dans la chronologie aussi clairement. Il va y avoir des alternances et des retours en arrière, un peu de celle-ci, un peu de celle-là, et voilà, par petites touches successives. Et du coup, il va y avoir une alternance de la personnalité du PN qui va apparaître parfois comme très gentil à nouveau, et surtout s'il sent que vous commencez à vous éloigner, ou à comprendre ce qui est en train de se passer, là il va immédiatement repasser en phase de séduction pour vous berner et pour éviter que vous ne compreniez ce qui est en train de se passer, et surtout que vous le quittiez, et que du coup il perd son emprise et donc sa source de vie narcissique. Voilà, donc moi par exemple dans mon histoire, euh, en fait il y a eu un moment donné où je devais rendre mon appartement, l'appartement dans lequel je vivais avec lui, et donc on devait trouver un autre endroit. Et moi franchement j'avais pas du tout envie de retrouver un endroit avec lui en fait au départ, et j'étais vraiment prête à partir et à trouver mon propre logement. Mais à ce moment-là, évidemment, il a fait une phase de séduction qui a duré plusieurs semaines, où il s'est remis à être adorable, il m'a fait de belles promesses sur notre avenir, il me reparlait d'enfants, de mariage, que ça allait tout changer, qu'une fois qu'on allait dans la nouvelle maison, tous les deux, bah, notre couple repartira à zéro, que c'était à cause de l'appartement, que ça allait pas, qu'on n'était pas bien là-bas, et voilà. Et donc, il m'a fait un lavage de cerveau pendant pas mal de temps, pour que finalement je baisse les bras et je décide de dire oui pour emménager avec lui dans un nouveau logement. Voilà. Donc, et évidemment, à partir du premier jour où on est arrivé dans le nouveau logement, la phase de dévaluation a recommencé immédiatement. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, chaud, froid, chaud, froid. Et même parfois, au cours de 5 minutes, hein, ils vont être gentils, hop, une pique, et hop, à nouveau gentil. Voilà. Donc c'est ça qui fait que la victime en fait ne sait pas sur quel pied danser et se retrouve comme ça perdue et ne sait pas vraiment ce qui est en train de lui arriver. Alors ensuite, en troisième, j'ai décidé d'aborder la technique que j'appelle la technique du je te blesse, je te sauve. Le pervers narcissique va tout faire, va vraiment essayer le plus possible de provoquer des réactions émotionnelles intenses chez la victime en poussant sur les boutons qui la mettent à bout. Et une fois que la victime est à bout, et que la personne bascule dans un point de non-retour émotionnel, là, soudainement, le pervers narcissique va changer complètement son attitude. Il va devenir très calme, très posé, et va emprunter une voix très douce pour vous rassurer. Il va vous prendre dans les bras, il va vous câliner pour vous réconforter en fait. Euh, alors, ça peut paraître complètement bizarre que la victime se laisse faire, puisque c'est pas ainsi qu'il l'a mis dans cet état au départ, mais la victime est dans une telle détresse émotionnelle à ce moment-là, qu'en fait, elle est assez reconnaissante de la moindre source de réconfort, et même si ça vient du pervers narcissique aussi, vu qu'elle est en permanence avec lui, elle sera, voilà, ça l'apaise énormément de se faire réconforter, peu importe qui la réconforte. Et surtout que le narcissique s'y prend très, très bien parce que en fait, une fois que la victime a basculé, elle est dans un état d'émotion qui est tellement fort que sa raison rationnelle ne peut pas intervenir. Donc en fait, elle est un peu bête, on va dire. Enfin, elle est naïve et elle ne réfléchit pas, elle n'arrive pas à réfléchir. Donc en fait, l'apaisement émotionnel est la priorité et c'est ce que lui apporte l'UPN. Voilà.
Effectivement, plus la victime souffre de carences affectives qui remontent à l'enfance, plus cette technique du je te blesse, je te sauve va marcher. Je sais que pour moi, ça a beaucoup joué. Effectivement, depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec le fait de se faire réconforter, parce que moi, personnellement, quand j'étais petite, mes parents ne me réconfortaient pas tellement. Je devais surtout me trouver des solutions pour m'apaiser toute seule. Et donc, quand le père narcissique avec moi a joué au jeu du je te sauve, je te blesse, je te sauve, je me suis carrément laissée embringuer dans le je te sauve. Voilà. Et ça marchait à chaque fois parce que j'avais tellement besoin de calmer l'intensité émotionnelle dans laquelle il m'avait mis que j'étais prête à accepter effectivement qu'il vienne m'apaiser lui-même. Et ça a marché pratiquement toute la relation, hein, cette technique. Voilà. Quatrième raison, le fait que l'emprise se soit établie graduellement. En effet, vous ne tombez pas sous l'emprise du pervers narcissique en une journée. Sinon, effectivement, s'il vous traitait comme à la fin au début, vous feriez évidemment tout de suite, hein. Donc effectivement, ça a été très graduel. C'est souvent ce qu'on associe à la métaphore de la grenouille et de l'eau bouillante, que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, des scientifiques ont montré que si on met une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va avoir un instinct de survie, un réflexe psychomoteur qui va la faire s'échapper de la casserole bouillante et se sauver la vie. Si vous plongez la même grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous montez la température à tout petit feu jusqu'à ébullition, la grenouille ne va pas s'apercevoir du danger et va mourir ébouillantée dans la casserole. C'est exactement la même chose pour la victime. J'ai trouvé, pour illustrer cette raison-là, une citation d'un auteur qui s'appelle Peter Sloterdijk et qui dit « Qui s'est habitué à l'enfer est immunisé contre l'appel à changer sa vie, fût-ce dans son propre intérêt. » Voilà, donc en fait, le fait que ce soit aussi subtil et aussi graduel fait qu'en fait, on dépasse des barrières chaque fois un peu plus graves, mais sans avoir l'impression de basculer dans l'enfer immédiatement. C'est vraiment, voilà, le père narcissique nous fait renoncer à de plus en plus de liberté, nous fait graduellement abandonner de plus en plus de valeurs et de principes qui sont importants pour nous. Il nous fait nous isoler petit à petit, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Nous critique un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà. Et du coup, hélas, c'est notre capacité d'adaptation, notre capacité de résilience en fait, qui joue contre nous à ce moment-là. Et du coup, en fait, notre tendance naturelle à guérir, en fait, et à s'adapter, qui fait partie de l'humanité la plus profonde, la plus primitive, notre capacité d'adaptation, et elle va jouer contre nous, en fait, puisqu'on va s'adapter tellement au fur et à mesure à tous ces bouleversements de notre liberté, de notre vie, que on va faire comme la grenouille et on va se laisser ébouillanter sans réagir. Alors, cinquième raison, c'est ce que j'ai appelé, non, ce qui s'appelle tout simplement en psychologie la dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la victime ressent des émotions contradictoires au fond d'elle-même pour le bourreau, et qu'elle fait l'expérience mentale, donc dans son esprit, de deux réalités contradictoires, ou enfin, tout simplement qui s'opposent. Euh, et pour les réconcilier, en fait, l'esprit a fait un clivage, c'est-à-dire il a séparé en deux réalités qui, qui vont coexister au sein de l'esprit de la personne, créant une énorme confusion mentale. Euh, cet état de confusion mentale va empêcher la victime de prendre des décisions. La victime va essayer de faire quelque chose, de faire une action, et elle va pas aller jusqu'au bout. Elle va être toujours douter. Parce que effectivement, il y a ces deux réalités, le gentil PN, le méchant PN, qui s'opposent et qui se battent dans son esprit et qui donc la rendent perplexe et l'empêchent d'agir. Ça l'immobilise en fait. J'ai trouvé pour cette raison-là un extrait de la Bible, encore une fois, un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, qui dit tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Voilà. Donc en fait, quand vous êtes divisé par quelque chose à l'intérieur, vous devenez immobilisé, vous ne pouvez plus agir. Vous n'êtes pas assez sûr de l'une ou de l'autre réalité en fait. C'est ça la dissonance cognitive.
sur mon parcours moi-même, effectivement, j'ai pu observer avec le recul que j'avais essayé de quitter la situation, de quitter mon partenaire, des dizaines de fois j'ai rompu, et sans aller jusqu'au bout. En fait, voilà, j'ai essayé de rompre des dizaines de fois, mais je n'arrivais pas à que ça se produise vraiment, en fait. Euh, Souvent, c'était le soir, hein, et le lendemain matin, mon ex faisait comme si rien s'était passé, il était tout joyeux, tout gentil, et comme si j'avais rien dit, en fait, la veille. Et du coup, ça glaçait ma pensée, en fait, et j'étais là, ah, bon. Ça donne cette impression comme ça de n'avoir aucun recours, en fait, à la situation. Et ce qui donc amplifie la dissonance cognitive, puisqu'il y a une partie de l'esprit qui du coup va s'adapter et se dire bon bah en fait il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas de solution, je dois rester là, je suis obligée, c'est comme ça, je n'ai pas de solution pour sortir. Voilà. Alors, sixième raison, l'isolement. La victime est isolée de plus en plus avec le temps. Euh, et du coup, elle va avoir peur de se retrouver complètement seule si elle quitte le pervers narcissique, ou si elle quitte le travail où elle travaille avec le pervers narcissique, ou si elle s'enfuit de sa famille où elle est en contact avec un pervers narcissique. Euh, Se retrouver complètement seule dans un état de fragilité mentale qui a été établi de plus en plus au fur et à mesure du temps, euh, et souvent sans plus trop comment dire, de rapport avec les gens extérieurs qui seraient sains et du coup permettraient à la victime de reprendre ses esprits. Donc l'isolement est vraiment une raison importante, parce qu'effectivement on se dit je ne peux pas être toute seule, je ne veux pas me retrouver complètement toute seule. Donc on est convaincu qu'on n'arriverait pas, en fait, qu'on n'arriverait pas à être sans le père narcissique, qu'on a besoin de lui pour garder un contact avec le monde extérieur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait pas mal de temps où, en fait, je ne parlais plus à ma famille, je ne parlais plus à mes amis, et où il était mon seul lien avec l'extérieur. Donc, en fait, je ne me voyais pas du tout, malgré la difficulté de la situation, euh, me passer de ça. Voilà. Donc ensuite, la septième raison, qui rebondit un peu, enfin qui est en lien avec celle que je viens de vous énoncer. La septième raison, c'est l'addiction, ou ce qu'on appelle également la codépendance. C'est-à-dire que la présence du pervers narcissique est devenue une drogue pour la victime. Euh, et vous ne pouvez supporter qu'il s'éloigne du domicile, enfin de l'endroit où vous vivez avec lui, ou enfin c'est plutôt dans la relation de couple que ça va être fort, ce problème-là. Euh, vous avez beaucoup de mal à le voir partir et vous laisser tout seul pendant une journée, même rien que ça. Vous allez être en manque, en fait. Euh, donc en réalité, c'est comme une drogue, et le père narcissique va beaucoup jouer avec vos émotions par rapport à ça, pour vous imposer des sevrages à des moments où vous n'êtes pas du tout préparé. Il va partir en week-end comme ça, sur un coup de tête en famille, ou voir des amis, ou voilà, et vous laisser comme ça de manière spontanée, tout d'un coup tout seul, et vous retire en fait votre drogue affective, qui est sa présence et son attention. Euh, Par exemple, je me souviens que mon ex souvent prévoyait de partir en famille en Loire-Atlantique, et le moment où il partait, j'étais dans tous mes états, et pendant tout le week-end, j'étais complètement à la ramasse, hein. Et même une fois, j'avais réussi à le virer, j'avais réussi à ce qu'il parte. Et au bout d'une semaine, j'ai fait tout en sorte pour qu'il revienne. Je lui ai supplié de revenir. Je ne pouvais pas me passer physiquement de cette drogue-là, en fait, de la drogue affective que crée le pervers narcissique. Voilà, c'est le pervers narcissique qui crée une dépendance en utilisant la technique comme le chaud-froid, voilà, des techniques comme ça, en jouant avec vos émotions, mais de manière graduelle, comme je l'ai précisé, vous allez effectivement devenir dépendant. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte surtout au moment de la rupture, enfin de la séparation physique avec le PN, quand je suis retournée chez mes parents. Les premiers jours, ça a été un sevrage physique, d'une intensité mirobolante. J'ai connu des sevrages de médicaments
comme les benzodiazépines, qui sont réputées pour être la drogue la plus difficile à arrêter, pire que l'héroïne, pire que toutes les autres. Ça, j'ai réussi à l'arrêter, voilà. Alors que le pervers narcissique, c'était pire que ça. C'était plus douloureux et plus difficile de me sevrer de lui, alors que je savais que la relation était terminée, je savais à quel point il était horrible. Enfin, consciemment, j'avais tous les. Mais physiquement, enfin émotionnellement et physiquement, la dépendance est telle que quand vous êtes extrait de la vie avec le pervers narcissique comme ça du jour au lendemain, c'est un sevrage qui, je trouve, personnellement, moi j'ai considéré que c'était plus difficile que de se sevrer de n'importe quelle autre drogue. Donc, c'est vraiment la codépendance, c'est une drogue puissante. Voilà. Et c'est surtout pour ça que vous allez rester. Alors, ensuite, vous avez la 8e raison qui est ce que j'ai appelé l'image extérieure. C'est-à-dire que aux yeux des autres, le PN est un mec super. Il a une image gentille, lisse, responsable, mature, serviable, douce, auprès de tout le monde, hein, que ce soit des proches, vos amis, votre famille, comme des voisins, bon, voilà. Tellement que la victime, en fait, a honte de ses pensées négatives sur le PN. C'est-à-dire que les moments où elle se dit que c'est un connard qui mériterait de pourrir en enfer, elle va avoir en fait honte de penser ça, puisque elle semble être la seule à le penser en fait. Comment peut-elle se permettre de penser autant de choses mauvaises sur quelqu'un qui apparemment, pour tout le monde, est quelqu'un de formidable? Donc cet avis des gens, enfin l'avis des autres, des gens extérieurs qui considèrent que la personne est en fait quelqu'un de formidable, voilà, de bien, ça va amplifier la confusion mentale de la victime et son sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, la victime pourrait dire une phrase du style: comment je fais pour me mettre à dos quelqu'un d'aussi bien? Comment je fais pour déclencher chez cette personne des colères, des sentiments de négatifs aussi intenses chez quelqu'un qui, avec tout le monde, est différent, est gentil, est normal? Donc c'est que le problème vient de moi. Voilà pourquoi aussi la victime va rester auprès du pervers narcissique. 9e raison, c'est la vulnérabilité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou financière. Le PN a fait en sorte, au fur et à mesure du temps, au tout début, du début à peu près, on va dire, les premiers mois, on va dire, il a fait en sorte qu'il soit impossible à la victime de se passer de lui pour vivre. Il apparaît comme un chevalier servant qui veut tout prendre en charge au début de la relation. Mais en fait, évidemment, c'est un piège qui va priver la victime de ses ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou financières. Par exemple, dans mon cas, au départ, mon ex n'avait pas d'argent, donc c'est moi qui payais tout en fait. Et du coup, j'avais on va dire un fort penchant pour les achats compulsifs, et encouragée par mon ex, qui ne voyait pas du tout le problème, et au contraire trouvait ça marrant que j'achète tous ces trucs-là, était content de regarder ce que j'avais trouvé, machin. Et c'est vrai qu'au départ, il m'encourageait vachement à dépenser de l'argent pour faire des activités avec moi, pour aller au resto, machin. Il fallait que je lui paye pas mal de trucs parce qu'il n'avait pas les sous. Et il avait compris très bien que j'étais généreuse et que voilà, moi, il n'y avait pas de problème pour payer pour les deux si j'avais envie de faire quelque chose. Donc pendant pas mal de temps, j'ai tout payé en fait. J'ai pratiquement tout payé. Et je me suis ruinée. Je me suis ruinée au fur et à mesure que la situation empirait et que mon état psychologique en fait commençait à être altéré. Je dépensais de plus en plus d'argent au point où, au bout d'un moment, je n'avais plus rien. Voilà. Donc on n'avait même pas, enfin j'avais même plus de compte en banque, hein. Alors voilà, pareil physiquement, j'avais perdu énormément de poids. Et j'étais devenue très très maigre. Et émotionnellement, effectivement, j'étais complètement fragile. Enfin, au bout d'un moment, quand l'emprise avait pris trop d'ampleur. Donc, en fait, on se sent pas assez fort pour y arriver, en fait. On se sent pas assez fort pour vivre sans la personne. Et par exemple, émotionnellement, tout simplement, moi j'avais développé une agoraphobie assez forte. Donc en réalité, j'avais vraiment besoin de lui
pour pouvoir, mais rien que acheter le pain ou acheter des cigarettes, j'étais obligée de lui demander parce que je pouvais pas me le faire moi-même. Ou pour aller n'importe où, je devais aller à la banque un jour et il était venu avec moi parce que sinon j'arrivais pas à aller à la banque tout seul. Rien que pour sortir dans la rue, c'était compliqué sans lui. Donc effectivement, là, le PN est indispensable. Et c'est ça qu'il a cherché à l'être. Et une fois qu'il l'est, il va jouer avec vous à vous donner et ne pas vous donner ce dont vous avez besoin. Euh, Financièrement, effectivement, vous allez vous retrouver par exemple dans une situation où il va vous encourager à ne pas travailler, à dépenser, à pas se faire du souci, voilà, et au bout d'un moment, c'est lui qui va avoir le rôle de responsable financier du couple, on va dire, et c'est lui qui va avoir les ressources, et quand vous n'aurez plus rien. Et du coup, vous allez être dans une situation d'infériorité où vous allez devoir demander de l'argent à la personne pour des choses de la vie quotidienne. Bon, moi, il y avait surtout par exemple les cigarettes. Effectivement, c'est lui qui m'achetait mes cigarettes pendant les derniers mois. Donc, je devais être gentille avec lui. Vous voyez ce que je veux dire assez pour qu'il puisse m'acheter mes cigarettes. En fait, il fallait que je la joue, voilà, je la joue gentille et tout, si je voulais avoir mes cigarettes. Sinon, effectivement, si je m'étais rebellée comme j'en avais envie, j'aurais pas pu avoir mes cigarettes. Voilà. Donc, effectivement, voilà, c'est ce genre de situation où en fait vous êtes redevable et vous êtes affaibli et vous vous retrouvez donc sous l'emprise, on va dire même techniquement en fait, de la personne. Voilà. Alors, dixième raison, la peur des représailles. Surtout en cas de violence physique, de violence conjugale. Euh, c'est ce qui va, la peur de représailles, c'est ce qui va empêcher la victime la plupart du temps de parler à ses proches, à son entourage, et qui connaissent le pervers narcissique, et de parler surtout à la police. J'ai mis moi beaucoup de temps à franchir le pas de la porte du commissariat pour aller expliquer ce qui est en train de se passer dans ma vie. Pendant très longtemps, j'ai eu peur, et même au moment de le faire, j'ai eu très peur. Et effectivement, les représailles ont été assez intenses une fois que mon ex a découvert que j'avais été allée voir la police. Ce qui a fait que je n'ai pas pu aller faire les constatations à l'hôpital par le psychologue et par le médecin. Et donc, ma plainte n'a pas eu l'importance dans la suite des événements qu'elle aurait dû avoir. Voilà. Il y a une citation d'un anonyme que j'ai trouvé il y a pas mal de temps, mais qui je trouve illustre très bien cette peur-là de la victime, qui dit: si tu blesses une panthère, il vaut mieux que tu la tues. Sinon, dès qu'elle aura soigné ses blessures, elle te tuera. Voilà, donc c'est effectivement le problème avec le pervers narcissique, c'est que si vous l'attaquez, euh, faites attention. Faites attention, réfléchissez bien à votre plan d'attaque. Parce que si vous l'attaquez sans avoir prévu le plan de manière réglo, que tout soit bien réfléchi et tout ça, s'il y a une faiblesse dans votre plan, là, sa vengeance sera dramatique. Vous ne pourrez pas vous lui échapper. Le principe n'oublie jamais rien. Donc attention, il va se venger, il va vous attaquer si vous tentez quoi que ce soit contre lui. Donc effectivement, c'est normal d'avoir peur et vous devriez parce que c'est dangereux en fait, effectivement. Mais je vous encourage tout de même à évidemment réfléchir à une contre-attaque qui soit assez intelligente et assez bien préparée pour être infaillible et donc contrecarrer vraiment les plans du pervers narcissique. 11e raison, l'amour. Je sais, ça peut paraître étrange, mais effectivement, la victime, la plupart du temps, malgré la situation, aime son pervers narcissique intensément. En tout cas, elle le croit. Il y a Jules Renard qui illustre bien cela avec une citation que j'ai notée qui dit: l'amour tue l'intelligence, le cerveau fait sablier avec le cœur. Effectivement, le fait d'être amoureux de la personne va complètement annihiler presque complètement la capacité à réfléchir de manière lucide et rationnelle. Le cœur va prendre beaucoup trop de place par rapport à la raison, et on ne va pas réussir à se détacher amoureusement du pervers narcissique. Mais surtout, ce qui est encore plus problématique, c'est le fait que pendant la phase de séduction, le pervers narcissique va nous présenter l'amour comme une valeur
un peu comme au Moyen-Âge, vous voyez, l'amour chevaleresque. Il va nous convertir à un culte du couple qu'il va mettre sur un piédestal. Le couple apparaissant comme, pour lui en tout cas, et donc du coup pour nous, puisque nous sommes toujours obligés d'être d'accord avec lui, que le couple en fait est un concept qui dépasse toutes les peines, tous les chagrins. C'est une valeur morale supérieure qu'il faut défendre à tout prix. Et vous, qui avez été converti par un lavage de cerveau assez intense et bien fait, vous allez, vous aussi, vouer un culte à ce couple au nom de qui tous les sacrifices sont autorisés. Tous les sacrifices doivent être faits. Euh, la victime va vouloir sauver son couple dans lequel elle a tellement investi déjà, qui l'a fait énormément souffrir, mais qui est au-dessus de ça, en fait, qui est au-dessus de la souffrance, voilà, qui vaut bien tous ces sacrifices. Parce que l'amour que nous a présenté le père narcissique, c'est un amour idéal auquel il croit lui-même. Mais je reviendrai là-dessus sur les croyances du père narcissique dans une autre vidéo. Euh, donc voilà, 12e raison qui fait que la victime va rester, l'espoir. Les trois phases donc de séduction, d'évaluation et de destruction qui sont présentées par du temps dans les vidéos sur les narcissiques ne sont pas, comme je l'entends la plupart du temps, bien découpées dans le temps. D'abord phase de séduction pour les premiers mois, puis une autre, puis la destruction à la fin. Ça, ça veut dire c'est le rythme général de l'évolution, on va dire, de manière assez lointaine, on va dire, on va voir à peu près ces trois phases-là. Mais en fait, le découpage n'est pas aussi bien fait dans la chronologie. En réalité, elles alternent ces trois phases par petites touches successives en fait. Et le PN repasse de l'une à l'autre comme ça, assez facilement, assez rapidement, dès qu'il est nécessaire. Parce qu'en effet, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand la victime est trop faible, est trop anéantie, elle ne va plus servir à rien pour le PN. C'est lui ce qui est sa source de jouissance narcissique, c'est de voir l'ascenseur émotionnel chez la victime. C'est-à-dire de la faire monter très 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 haut et de la voir se gonfler à nouveau de cet amour, de cet enthousiasme, de cet espoir, de cette joie. C'est de la faire monter très très haut pour observer au premier rang la chute. La chute est ce qui va donner le plus de jouissance narcissique au pervers narcissique, car c'est ce qui va lui donner son sentiment de toute puissance. De voir qu'il est capable de faire monter quelqu'un aussi haut et de voir l'état terrible dans lequel la victime va se retrouver quand l'ascenseur émotionnel va changer va se mettre à descendre, c'est pour lui une énorme source de joie, de jouissance narcissique. Puisque lui-même ne peut pas ressentir d'autres bonheurs que ceux que lui donne son emprise. Effectivement, donc la chute, le moment de voilà, le moment de la descente, c'est ce qui va être le plus amusant en fait. C'est que c'est là qu'il prend son pied. Par exemple, moi-même, j'ai retrouvé dans mon ordinateur la dernière fois une vidéo que j'avais faite de moi-même, un peu en style journal intime filmé, où je suis encore en train de dire que mon copain est formidable et qu'on va avoir des enfants et qu'on veut se marier et qu'on va avoir des enfants. Et c'est 1 an et 9 mois après le début de la relation, donc bien longtemps après que les problèmes aient commencé, bien longtemps après la phase de séduction, et je ne me souvenais pas que j'étais encore dans la dissonance cognitive à ce moment-là, aussi fortement. Et que vous voyez à quel point l'espoir, cette carotte en fait, qui nous présente, sans jamais nous la donner, cette carotte qui nous pousse comme ça à vouloir retrouver l'état du début, c'est-à-dire l'état du rêve, où on nous a présenté notre amour idéal sur un plateau, c'est ça qui va nous faire continuer en fait. Parce que par alternance, comme ça, le PN va nous redonner un petit peu de la séduction, nous redonner un petit peu du rêve. Et nous, dès qu'on va sentir une petite lumière s'allumer dans cette histoire, on va recommencer à tout donner. Voilà. Et le pervers narcissique le dose de manière à ce que ça marche à chaque fois, même quand on est très très mal et décidé à ce que ça s'arrête et à partir, il va nous représenter un tout petit peu le rêve. Et nous, tout de suite, comme une drogue, comme j'expliquais tout à l'heure, on va tout de suite courir vers ce rêve.
Et c'est ça qui va faire que ça dure aussi longtemps. Voilà. 13e raison, avant-dernière raison, la guerre. Alors je m'explique. La victime, si au bout d'un moment on s'est rendu compte de ce qui est en train de se passer, même sans savoir exactement que ça s'appelle l'éparation narcissique, blablabla, la victime se rend compte que donc qu'elle a énormément changé, que les dégâts sur elle-même sont impressionnants et que c'est inacceptable, que la personne est violente, agressive, lui a détruit sa vie. Au moment où la lucidité de la victime commence à réapparaître, le sentiment d'injustice que ressent la personne est insoutenable. Le sentiment d'avoir la légitimité à se venger et à lutter, à contre-attaquer pour se défendre et pour rétablir la justice dans la situation va habiter la victime de manière très intense et la faire continuer à rester auprès du pouvoir narcissique pour gagner en fait, pour gagner la bataille, pour gagner la guerre. Alors c'est quelque chose qui va être particulièrement important chez les surdoués, puisque le surdoué a un besoin viscéral qui est le même que pour la nourriture, l'oxygène et l'eau, de justice. Le surdoué a un besoin viscéral de justice. Il a une intolérance à l'injustice qui est voilà, qui l'empoisonne, on va dire, si l'injustice est là, et c'est insupportable. Donc il va vouloir rétablir la justice à tout prix. Moi, dans mon cas, je dois avouer que, avec le recul, ça me fait peur, mais c'est vrai que en réalité, la rupture du couple avec le père narcissique a eu lieu le 2 janvier 2018 et je suis restée dans la maison avec lui pendant un mois, pile jour pour jour, jusqu'au 2 février, à essayer de gagner la guerre contre lui, à vouloir me garder la maison, ne pas partir habiter ailleurs, ne pas le laisser gagner la guerre. Voilà. Je voulais absolument gagner. Et je n'avais aucune limite. Ma colère, ma rage, la haine que j'éprouvais n'avait aucune limite. Et j'étais en train de me mettre dans des états physiques et émotionnels complètement fous. Enfin, c'était incroyable avec le recul. Mon courroux, c'est un mot que j'emploie jamais, mais cette fois c'était vraiment ça, c'était du courroux en fait. Du courroux qui m'habitait et qui ne me laissait aucun répit et que j'aurais été prête à, je crois, à aller encore plus loin si c'est en fait parce que mon ex a prévenu mes parents que j'étais en train de partir en couille et qu'il avait besoin d'aide pour me calmer et pour se sauver de lui-même du danger et que mes parents m'ont forcé physiquement à quitter les lieux et à m'installer à nouveau chez eux. Si c'était pas ça, je pense que j'aurais pu continuer encore des mois à me battre contre lui euh, pour ne pas laisser cette injustice se produire et être impunie. Donc effectivement, ce sentiment comme ça de vouloir rétablir la justice et contre-attaquer va faire qu'on va rester. On va rester et on est un peu même accro à cette guerre en fait, au bout d'un moment. Parce que c'est passionnel et que pendant pas mal de temps, le père narcissique nous a convaincus, nous a convertis au fait que l'amour est forcément passionnel. Et enfin, dernière raison qui fait que la victime va rester, tout simplement le manque de connaissances, l'ignorance. Alors je m'explique. Pour moi, en fait, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur le concept de la perversion narcissique assez récemment, finalement, il y a quelques mois, vraiment de manière intensive et sérieuse. Même si voilà, j'avais compris de quoi il s'agissait plus ou moins avant, mais ça a été en tout cas le moment où j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui était arrivé et à vraiment étudier le concept de manière théorique, de manière intellectuelle. C'est là que vraiment j'ai commencé mon travail de reconstruction et que j'ai enfin euh, arrêté, j'ai enfin permis à l'emprise de s'arrêter en fait. Euh, Jusqu'à là, alors que j'étais déjà sortie de la relation depuis plusieurs mois,
l'emprise était toujours là quand même d'une certaine manière. Et voilà, c'est au moment où j'ai commencé à comprendre vraiment de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui s'était passé, enfin, et comment il fonctionnait, pourquoi, et comment ça faisait qu'il était comme ça, enfin, et vraiment quand j'ai commencé à m'informer, c'est là où vraiment j'ai repris ma liberté et j'ai repris le contrôle de ma vie. C'est à ce moment-là, effectivement. Donc, la part du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré le fait qu'on a l'impression que le pervers narcissique, c'est le terme à la mode et qu'on en parle beaucoup trop, il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus, d'articles, de reportages, enfin voilà, et on a l'impression qu'on est saturé d'infos sur le pervers narcissique, mais mine de rien, il y a encore beaucoup de gens qui sont sous l'emprise et qui ne savent pas ce qui est en train de se passer. Donc finalement, on n'en a pas parlé tant que ça, finalement, peut-être pas assez en tout cas. C'est pour ça que j'ai le désir comme ça d'en parler autant pour le début de ma chaîne. C'est parce que voilà, malgré l'impression que j'avais pu avoir euh, d'aller être une énième vidéo sur ce concept, je trouve important voilà, de partager mes connaissances et l'information. Euh, Puisque une fois que la victime a compris qu'elle était en face d'un pervers narcissique et a compris comment ça fonctionnait, de manière même assez basique, hein, sans aller jusqu'au niveau de recherche lequel moi je suis allée, parce que je suis quand même allée très loin dans l'étude, mais déjà en comprenant de quoi il s'agit et à peu près le fonctionnement, tout de suite ça va créer un effet qui est que le pervers narcissique va perdre beaucoup d'emprise et va perdre beaucoup de dangerosité. Une fois qu'on sait à quoi on a affaire, il est assez facile de déjouer les pièges. Il est assez facile de contre-attaquer sans s'énerver, de bien réagir et de faire fuir en fait le pervers narcissique qui ne vous attaquera plus après, une fois qu'il aura vu que son emprise est complètement détruite. Euh, donc je finis par cette raison-là, parce que c'est également la chose qui m'a permis à moi, même une fois sortie de la relation, de vraiment m'émanciper et de commencer mon travail de reconstruction. C'est effectivement important pour moi de vous encourager à apprendre, à connaître, à comprendre la perversion narcissique si vous suspectez en être la victime, puisque c'est un facteur qui va vous permettre de reprendre votre liberté de manière assez extraordinaire. Voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage donc à liker et à partager. Je vous dis donc à la prochaine vidéo dans la série sur la perversion narcissique. À ciao, bye bye.